Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ZAA News. Si vous nous rejoignez pour votre nouveau numéro de Mot de Passe, l'émission qui, vous le savez, tente de décrypter chaque semaine l'actualité en moins de 50 minutes avec nos invités. Ce soir, on reçoit sur le plateau Monsieur Karim Kébir, journaliste à Liberté. Bonsoir Karim. Bonsoir. On reçoit également Kamel Mansali, directeur du Jeune Indépendant. Bonsoir Kamel Mansali. Et également Hassan Mouali, le directeur du Temps d'Algérie. Et l'actualité de la semaine, eh bien, en images, c'est d'abord ce Conseil des ministres, le premier depuis la formation du gouvernement Tebboune, il y a déjà 2 semaines. Le plan d'action du gouvernement qui a été présenté au chef de l'État, puis adopté à l'occasion. C'est également une première rencontre avec le président de la République pour les nouveaux membres du gouvernement. Alors, on ne sait pas s'ils ont rencontré Ahmed Ouyahia, qui lui a fait cette semaine sa première sortie médiatique depuis le remaniement ministériel. Le secrétaire général du RND a apporté sans surprise son soutien à l'équipe Tebboune, tout en appelant à éviter la démagogie et le populisme. C'est pas 1% de la TVA. Et où la réforme, c'est profond. La réforme, comme le populisme, je l'ai dit en tant que Premier ministre, l'augmentation des salaires va avec la productivité et la rentabilité. Également plus de 760 000 candidats à passer les épreuves du baccalauréat. Alors en plus des mesures antifraude mises en place par le département de Nouria Ben Rebrit, de nombreuses perturbations ont été observées sur le réseau Internet. Alors si ceci n'explique pas cela, le lien entre les deux est quand même vite fait. Pendant ce temps, les guichets de commande de la Golf 7 étaient littéralement pris d'assaut, fermant 24 heures seulement après leur ouverture. L'effet combiné peut-être de la chaleur caniculaire cette semaine et du mois de Ramadan, le jeûne et la chaleur qui n'auront pas empêché les ouvriers de travailler dès les premières heures de la journée, tordant au passage le cou au cliché d'Algériens qui ne travailleraient pas pendant Ramadan. في رمضان بكروا الصباح ما يقولش الجزائريه ما يخدموش المغربيه السخانه هذه بزاف ما خدموا داطش وهادي لازم يصور الخبزه تاعو. الخدمه هذه هي نبلش الساعه 8. نعم الجو حار وكذا بس بدنا نتحمل، هذه ظروف المعيشه هيك تتطلب انك تخدم حتى بالجو الحار ولو الصيام. ورمضان كريم علينا وعليكم. الحمد لله تشوفينا نخدموا النورما الحمد لله يا ربي. صار عطاش النورما الحمد لله حاجه ربي ما تخافاش كاع الحمد لله يا ربي. Voilà donc messieurs pour cette actualité de la semaine. Alors on va d'abord commencer bien sûr par le plan d'action du gouvernement qui a été donc adopté aujourd'hui. Quelle lecture on peut faire de ce plan du gouvernement? Est-ce qu'il pourra résister, faire face aux défis qui attendent le pays en ces crises financières? On va peut-être commencer avec vous, Karim Kébir. Oui, enfin, ce que je retiens essentiellement, j'ai fait une lecture un peu très rapide parce qu'on n'a pas eu suffisamment de temps, mais je pense que comme il fallait s'attendre, c'est un plan d'action qui porte un peu l'empreinte un peu de l'austérité. Donc il a beaucoup insisté sur la rationalisation des dépenses. Et puis j'ai relevé aussi que le président a insisté à ce qu'il n'y ait pas un recours à l'endettement. Mais ça cache quand même, on sent que ça cache quelques difficultés pour trouver les financements, parce qu'on parle un peu d'élargir, de réformer un peu le système de la fiscalité pour récupérer beaucoup d'argent, et on parle aussi de la diversité, de la diversification plutôt de l'économie, mais ce sont beaucoup plus comme disait tout à l'heure Hassan, on a évoqué la réforme du système bancaire. Je tiens d'ailleurs à noter que cette réforme, ça fait quand même beaucoup d'années depuis qu'on parlait de la réforme du système bancaire. À ce jour, on n'en a rien vu. Elle est considérée à juste titre comme le système bancaire algérien est l'un des plus archaïques du système méditerranéen. Donc on voit autour de nous que ça avance d'une façon très vite, mais chez nous, nous savons que les blocages sont dus à beaucoup d'intérêts, c'est dû à la nature même de l'économie qui était rentière. Donc voilà, je pense que le plan d'action du gouvernement souffre un peu de ça, c'est-à-dire est-ce qu'il aura suffisamment de temps pour mettre en place tout ce qui a été annoncé? Moi, honnêtement, je suis un petit peu pessimiste, mais on doit laisser voir sur le terrain. Est-ce que, Kamel Mansali, vous partagez vous aussi ce pessimisme? Est-ce que le plan du gouvernement Tebboune porte l'empreinte de l'austérité?
nous sommes dans l'austérité, donc il n'a pas le choix. Ce que je constate tout d'abord, il faudrait rappeler que ce Conseil des ministres se tient d'une manière, disons-le, réglementaire, parce qu'il y a un nouveau gouvernement. Il était prévu qu'il présente son programme devant le Parlement le 18, donc il était devant ce qu'on appelle des contraintes de temps. Forcément, donc demain il doit présenter son programme, le transmettre à l'APN qui programmera le jour où il sera examiné et débattu par l'APN. Ça, c'était la raison pour laquelle on a eu ce Conseil des ministres. Maintenant, sur le fond, qu'attendons-nous de qu'est-ce qu'il a présenté? On le savait déjà, donc ça a été annoncé. C'est un gouvernement qui va prendre en charge 3 aspects. Le social, disons la santé, le bâtiment et l'éducation. Donc c'était les têtes de chapitre de son action. Aujourd'hui, on a lu à travers le communiqué du Conseil des ministres, ce sont pratiquement des indications sur la bonne gouvernance, sur le maintien d'une économie forte, mais ce sont juste des indications. Mais la démarche du gouvernement soit axée sur le social, parce que c'est un impératif, c'est une exigence du chef de l'État, et en même temps, ce gouvernement-là va travailler jusqu'à 2019. Donc c'est un gouvernement qui sera appelé à gérer une situation particulière. Le malchance qu'a ce gouvernement, c'est d'être tombé dans un moment de crise. Donc il ne faut pas l'oublier. Donc les recettes se réduisent comme un pot de chagrin. Donc forcément, ce qu'on attendra du gouvernement, c'est de continuer ce qu'on a le chantier du BTPH où il y a vraiment une crise énorme. Donc les sociétés sont menacées de fermeture. Cette question d'importation, on sait aujourd'hui qu'il y a des importations, les licences d'importation ont été verrouillées, fermées pour nombreux importateurs dans le secteur agricole. Donc ça crée une nouvelle crise pour ce gouvernement. Forcément, donc c'est un gouvernement qui aura à la fois l'obligation et l'impératif de terminer le programme du gouvernement sur les volets dont j'ai cité, parce que ce sont des volets qui sont dictés par la Constitution. Ce gouvernement-là travaillera selon l'article 67, 68, 69 et 70 jusqu'à 71 de la Constitution qui dicte, qui fait obligation à tout gouvernement de prendre en charge le côté social. Donc finir les projets d'ADL, finir les projets de sociaux, terminer la mosquée d'Alger, et à partir de là, revenir sur cette question qui a fait débat et controverse en Algérie, c'est la question des importations et surtout dans le domaine de l'industrie automobile. Hassan Mouali, on parlait à l'instant que le gouvernement cherchait de nouvelles sources de financement. Il semble que ça se dessine en tout cas dans le plan d'action du gouvernement, puisque on a notamment évoqué dans l'accès à l'énergie pour tous les Algériens, on a notamment évoqué probablement le retour donc, du gaz de schiste. Absolument, je pense que c'est l'une des nouveautés un petit peu à inscrire à l'actif du nouveau Premier ministre Tebboune. Il est dit explicitement, effectivement, dans ce plan d'action qu'on doit donc exploiter toutes les sources d'énergie, conventionnelles ou pas conventionnelles. Donc on peut légitimement penser qu'il s'agit du gaz de schiste. Après, il y a eu tout un débat sur ça. Faut-il exploiter ou pas? Les avis sont partagés pour peu que l'environnement soit sauvé. Pourquoi pas? Parce que même les Américains l'exploitent. Donc je pense que le gouvernement, étant dans une crise financière, dans une difficulté financière, il est obligé d'aller chercher l'argent là où il est. Et si l'argent est dans l'exploitation du gaz de schiste, il doit aller le chercher. Il n'aura pas le choix. Il est étranglé. Le gouvernement est étranglé, donc il doit faire ce choix-là. Donc je pense que c'est volontariste quand même, c'est courageux de la part de M. Tebboune de dire clairement qu'on va exploiter le gaz de schiste. Ce n'est pas que... Il ne va pas porter atteinte à l'environnement, c'est sûr. Il va y avoir des mesures d'accompagnement. Peut-être qu'il y a une nouvelle technologie qui est moins attentatoire à l'environnement. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que pour une fois, on parle de la réforme des banques et du système financier algérien. C'est vrai que Karim l'a dit tout à l'heure, on en parle depuis pratiquement 1997, la réforme du système financier, qui est l'un des plus archaïques au monde. Et là, on parle qu'il faut le faire ici et maintenant. Donc, c'est une bonne chose. C'est vrai que nos banques, finalement, ce sont des comptoirs, sans plus. Elles ne font pas dans l'investissement. La banque doit jouer son rôle. Et étant actuellement dans un contexte de crise financière, les banques sont appelées à jouer le rôle, à ne pas se contenter uniquement de servir de caisse de dépôt et de retrait. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est une bonne chose pour peu que le gouvernement Tebboune aille au bout de ses principes, parce que c'est bien beau d'étaler comme ça des principes généraux, des fondamentaux, j'allais dire,
dire, pour un peu rendre le plan appétissant, mais au final, dans la concrétisation sur le terrain, c'est une autre histoire. On l'a vu avec plusieurs gouvernements. J'espère qu'avec M. Tebboune, ça va être une autre histoire. Je peux rajouter une chose. Oui, bien sûr. C'est qu'en fait, le plan d'action, normalement, on doit attendre d'abord qu'il le présente devant le Parlement. Qu'il soit débattu au sein de la Exactement, c'est là où il y a le débat, on verra un peu plus clair. Mais en fait, normalement, un plan d'action, ce sont des objectifs, ce sont des délais. Mais là, malheureusement, souvent, dans ce genre de présentation, on ne nous donne pas ce genre de données pour nous. Nous ne savons pas, par exemple, le délai tel que je dois réaliser pendant une année. Qu'est-ce que je vais faire dans l'éducation d'ici 2019 ? En termes d'acquis, en termes de bilan, ça, on n'a pas de... Donc c'est pour ça, parfois, on est un peu perdu dans les formules. On va faire la réforme, mais comment, quand et sur quoi je vais attaquer, tout ça, ça n'existe pas. Oui, alors les délais, on essaie de les imaginer. Kamal Mansari, on l'avait dit à l'instant, on suppose que ce gouvernement travaillera jusqu'à 2019, donc que le délai sont les 2 prochaines années. En fait, c'est un délai politique, disons les choses crûment, c'est un délai politique. En 2019, il va y avoir une élection présidentielle. Ce gouvernement, c'est le gouvernement du président Bouteflika, donc il est appelé à produire des résultats et ici tout de suite, dans 2 ans, 2019, pour bien terminer le quinquennat et éventuellement peser sur la succession et étaler un bilan plus clinquant qu'il ne l'est maintenant. Donc c'est un délai politique. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le plan de Sellal, le plan quinquennal de Sellal, qui va au-delà de 2019. Donc on ne connaît rien. Pardon ? Donc on ne connaît rien. On ne connaît absolument rien. Le fameux nouveau modèle de croissance économique. Le modèle de croissance économique, c'est un chapelet de beaux principes comme ça, mais concrètement, le chiffrage, c'est une maladie algérienne. On ne fait jamais de chiffres. On dit on va réaliser tant de logements sans de mettre à côté donc l'enveloppe budgétaire qu'il faut. Et bien sûr, les délais, pour respecter les délais. Et c'est ça notre problème. On ne maîtrise pratiquement rien. On sait mal gérer. On ne gère pratiquement... je ne sais pas, quelqu'un a dit que les Algériens sont de mauvais gestionnaires. Effectivement, on le constate tous les jours. Que ce soit sur le plan du calibrage des projets ou alors du délai, ou alors assez souvent quand il y a des projets comme ça, il y a des surcoûts. Pourquoi il y a des surcoûts ? Parce qu'on ne finit jamais les chantiers. Donc même le gouvernement, malheureusement, les gouvernements successifs, pas uniquement celui de Sellal, tous les gouvernements pratiquement ont péché par ce déficit j'allais dire, de précision. Il y a un autre problème qui a été soulevé autour de Sellal. C'est-à-dire, bien sûr, vous avez parlé Karim a parlé du réforme bancaire. Quand on veut faire en sorte à ce qu'on ait des priorités d'investissement, fallait-il régler le problème du BTPH ou celui des constructions automobiles ? Donc la banque ont été orientées, sinon on a dicté aux banques de financer des opérations de démontage de voitures, au lieu de finir les problèmes, au lieu de financer le BTPH, vous voyez-vous. Donc jusqu'à ce que la crise émerge, devienne réelle, pour qu'on injecte de l'argent, 74 milliards donc de dinars, pour pouvoir payer. Mais attention, là nous sommes en face d'une situation qui n'est pas réglée. Lorsqu'on dit qu'on va payer les gens, toutes les sociétés de bâtiments, la majorité vont se retrouver d'ici la fin de l'année, ils vont mettre la clé sur la paillasson parce qu'on n'a pas de plan de charge. Il n'y a plus de plan de charge, il n'y a aucun plan de charge. C'est-à-dire qu'elles doivent justement recevoir ce que l'État leur devait, mais au-delà de là, il n'y a rien. Il n'y a plus de commande publique. Donc, sauf les grands groupements qui peuvent résister à cette crise-là. Donc il y avait ce problème-là de priorité. On a favorisé un secteur au détriment d'un autre et qui n'était pas tout à fait prioritaire. Attention, quand le bâtiment va tout voir. Donc pourquoi on a injecté de l'argent ? On a essayé de créer des groupes industriels qui finalement n'apportaient pas des résultats immédiats à l'économie. Ils ne sont pas générateurs de croissance ni d'emplois réels, contrairement au bâtiment. Il y a autre chose. Pour ce qui est des réformes des banques, c'est vrai que c'est un discours dont on ressasse depuis des années. Le problème qui se pose au niveau des banques, on n'a toujours pas laissé le libre choix, on n'a pas privatisé ou bien on n'a pas créé
accorder les statuts qu'il faut à ces banques-là? Doivent-elles être accompagnatrices du développement, c'est-à-dire de l'investissement? C'est-à-dire toute banque elle a un portefeuille, le portfolio des grands investissements dans lesquels elle peut gagner de l'argent, c'est-à-dire elle met de l'argent. Ici en Algérie, c'est le coup de fil. Donc si vous n'êtes pas, si on vous dicte pas, on vous dit pas d'aller investir là, vous ne le faites jamais. Et en plus, nos banques ont de gros problèmes. Ce qu'on appelle les CDT, les comptes douteux et litigieux. On a beaucoup de comptes qui sont douteux et litigieux et contentieux. C'est-à-dire que l'argent est sorti, mais il n'a pas été récupéré par les banques, notamment la CNMA, notamment le CPA qui a injecté des fonds énormes, la CNEP aussi, et on n'arrive pas parce que ces banques-là ont injecté de l'argent par ordonnance, par ordre, par impératif, par un impératif immédiat, c'est-à-dire financer l'ADL, financer mais ce n'était pas un geste économique réel, c'est-à-dire étudier, comme a dit Hassan, dans un cadre de management réel, on injecte $1 milliard par là, parce qu'on va gagner. Et c'est comme ça mais l'argent sort et qui ne revient pas. C'est ça le grand problème. Oui, c'est-à-dire que maintenant, Tebboune sera obligé de régler ça. C'est-à-dire, il a on lui souhaite bonne chance parce qu'il a beaucoup de problèmes. Ouais. Il hérite d'une situation vraiment catastrophique. La situation économique ne l'aide pas. Donc, l'argent qu'il reste, il va être obligatoirement rationalisé et dans les priorités. C'est-à-dire, le franc social est le grand problème en Algérie. Il faut maintenir le franc social, c'est-à-dire c'est notre hantise du gouvernement. On sait pertinemment que quand le travail manque ou le logement manque, c'est des émeutes, c'est des troubles. Donc il faudrait calmer, investir sur le franc social. Je crois que c'est ça la grande priorité du gouvernement de Tebboune. Alors on va essayer de faire vite, passer à une autre actualité. On s'est un petit peu attardé sur ce plan du gouvernement. L'autre actualité qu'on voulait aussi aborder, c'est bien sûr la sortie médiatique de Ahmed Ouyahia. Première sortie médiatique depuis la formation du gouvernement, c'était dimanche dernier en conférence de presse. L'occasion pour lui de réitérer, donc sans surprise finalement, son soutien au gouvernement et à appeler à en finir avec la démagogie, avec le populisme, à mettre en place des réformes économiques profondes. Pourquoi ces réformes tardent-elles à être mises en place? Pourquoi elles n'ont pas été mises en place avant, quand Ahmed Ouyahia était aux commandes du gouvernement? Hassan Ouali? Tiens, curieusement, je trouve une espèce de cohérence entre le plan d'action de M. Tebboune et les propos antérieurs de Ahmed Ouyahia quand il parle de démagogie. Finalement, le lendemain, il dit « Moi, je n'ai pas attaqué Sellel, je n'ai pas accusé Sellel de démagogie, mais je dis que c'est un conseil que je donne à M. Tebboune de ne pas faire dans la démagogie et de faire les réformes. » Aujourd'hui, le plan d'action, justement, insiste sur ça. Alors, les réformes, ici et maintenant, tout de suite. Le président de la République, il dit que nous sommes face à des défis majeurs. Donc maintenant, il n'est plus question de faire dans... Ahmed Ouyahia, il a usé d'une formule presque un peu qui trahit un petit peu son pédigré politique. Lui qui est connu pour être quelqu'un presque socialiste, et là il se découvre une âme de libéral. Il faut privatiser des entreprises publiques. Il a son âme libérale. Oui, il a changé. Il te dit il faut privatiser les entreprises publiques. Lui, il a pensé un peu beau médianiste. Ouyahia, il est connu. Mais maintenant, il y a la réelle politique qui le rattrape. Maintenant, il faut des réformes qu'il faut faire là tout de suite. Donc il conseille un petit peu à son ami Tebboune. Il faut faire il faut faire les réformes, même si ça peut faire mal. D'ailleurs, Ahmed Ouyahia, assez souvent, il dit les mois qui viendront seront beaucoup plus difficiles à gérer que maintenant. C'est-à-dire la crise, elle est devant nous. C'est quelqu'un qui... Il m'a semblé que Ahmed Ouyahia dégageait là. Il était dans la posture d'un présidentiable, de quelqu'un qui déclinait un petit peu une feuille de route d'un probable candidat à la présidentielle de la République en 2019. C'est ma lecture personnelle. Je crois que ça dépassait de loin la posture d'un chef de parti politique, parce que sinon on aurait attendu quelqu'un qui était amer parce qu'on n'a pas pris beaucoup de ministres dans son parti alors qu'il avait gagné quand même les élections. Et finalement, on découvre Ahmed Ouyahia, curieusement, qui dit non, moi je soutiens le président de la République, moi je pense qu'il n'avait pas intérêt à taper, parce que s'il tape, on va le sortir, parce qu'il y a des coups d'État organiques. On sait très bien qu'un parti comme le RND, c'est pas un parti, c'est un appareil, donc à tout moment on peut lui fabriquer un mouvement de redressement, il va être éjecté. Donc je pense qu'il a bien géré sa communication. Il y avait tellement d'incertitudes sur le plan politique, économique. Ahmed Ouyahia, il parle
pour un peu rassurer le peuple. Rassurer le peuple, oui, la situation est difficile, mais il y a des solutions, on va faire ceci, on va faire cela, on a fait dans la démagogie, il ne faut plus jamais faire ça. Je pense que c'est un peu cohérent. Curieusement, quand on voit le communiqué du Conseil des ministres, je pense qu'il y a une certaine cohérence entre les propos de Hamdou Yahya et ce qui est contenu dans le communiqué. Il parle avec une double casquette de chef de parti et en même temps il est chef de cabinet. Donc il a accès à l'information. Ouais. Voilà, autre chose, moi je vous dirais qu'il a été un peu paternaliste avec Tebboune. Il a été un peu paternaliste dans le sens où une démagogie, bon, on sait toujours, il est réputé pour ça, oui, quand il parle, tout d'abord il met sur la table son patriotisme au-dessus de tout, hein. C'est lui le plus grand patriote, donc ça a toujours été le cas, mais bon. Et ce que je constate aussi, c'est qu'il lui-même, il a été plusieurs fois Premier ministre, donc un petit peu, il connaît, il sait les rouages, les étourdissants rouages du système, donc il connaît les problèmes, les difficultés qu'il a eu à faire face, et bien évidemment, peut-être qu'il a voulu, à un moment donné, appliquer sa politique, mais n'a pas été le cas. Donc, et puis, il s'est se retrouvé avec des ministres qui n'étaient pas n'importe lesquels. Donc, c'est pas, on a Chakib Khalil, on a Zarouni. Donc, je crois qu'il maintenant, est-ce qu'il parle en tant que chef de parti qui a une vision, ou comme il a dit, une vision qui va au-delà de 2019, donc il se positionne comme présidentiable. On ne sait rien parce que dans la conférence de presse, c'est toujours le Yahya, attention par là, donc c'est le Yahya qui d'un côté il assure, il rassure, mais de l'autre côté il met en garde, il est alarmiste. Donc on n'arrive pas à trouver l'équilibre. Bon, je ne dirais pas qu'il est... Il fait de la pédagogie et en même temps il fait lui-même de la démagogie. Et donc ça reste... Si tu permets, juste une parenthèse, tu as dit quelque chose d'important. Il dit que parfois il est alarmiste. Oui, je pense qu'il joue beaucoup sur ce registre-là. Oui. Lui-même il dit l'homme de sale besogne ou sale boulot. Quand il y a crise, je suis l'homme qu'il faut à l'Algérie. C'est un peu ça. Je pense qu'il joue sur ça. 2019, s'il y a crise, c'est moi, c'est l'homme qu'il faut. Je pense que c'est pour ça qu'il dit attention, les années qui viennent. Mais toujours est-il que on sait très bien en Algérie que c'est dangereux de s'exposer, notamment en tant que présidentiable. On vous a pas entendu, quelle lecture vous faites, vous, de la sortie de Hamdou Yahya? Moi, en tout cas, pour moi, Yahya, c'est quelqu'un qui est très discipliné. C'est quelqu'un d'ailleurs qui s'est toujours défini comme étant quelqu'un qui est imprégné de la culture de l'État. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui connaît merveilleusement bien, à mon avis, les limites que lui accorde le système. On a vu la Mamra, et il a suffi qu'il évoque son ami Macron, et beaucoup de diplomates en tout cas le disent, que c'est l'une des bêtises de la Mamra, c'est le fait d'avoir évoqué Macron. C'est comme un ami qui l'a poussé à la sortie. Non, il a dit ami de l'Algérie. Oui, ami de l'Algérie, mais pour les gens qui font des lectures, ça suppose qu'ils sont déjà... Voilà. Mais bon, ça c'est un aspect. Mais pour revenir au cas de Yahya, je suis aussi de ceux qui pensent que c'est quelqu'un qui est venu aussi pour vendre quelque chose à l'avance. Le cas de libérer les entreprises publiques, et il savait que c'est quelque chose qui gêne beaucoup d'intérêt, il sait qu'il y a beaucoup de résistance, il sait qu'il y a des blocages même au niveau de la mentalité chez beaucoup. Hein. Il y a encore ce rapport à l'État rentier, c'est-à-dire c'est le gouvernement qui va protéger. C'est l'État qui contrôle tout. Mais lui, il vient casser, c'est une forme c'est pour casser un tabou. Il le sait, il l'a préparé, c'est une façon de préparer l'opinion. Je rappelle aussi que c'est quelqu'un qui a annoncé la veille le départ de l'ancien patron des services de renseignement. Donc toujours il est dans cette posture de quelqu'un, d'un éclaireur qui est là pour baliser un peu le terrain, mais il connaît aussi ses limites. C'est quelqu'un qui ne va pas sortir de ce qu'on lui a dit de dire. Donc c'est pour ça qu'il répète à chaque fois que moi je soutiens le président. Et je note aussi, pour finir, que c'est l'un des rares partis aussi, pendant la campagne, qui a divulgué son programme. Qui a fait une campagne. Parce que le FLN, par exemple, qui est le premier parti, on n'a pas connu son programme. Il parle du programme du président, mais nous ne savons rien. C'est comme beaucoup d'autres partis, beaucoup de formations. Nous avons observé lors des élections législatives dans la campagne. Moi, j'ai vu une campagne vraiment féroce du RND, très organisée. Ouais. Il a été vraiment, par rapport, il a joué sur les failles du FLN. Et jamais moi je l'ai vu, hein, c'est-à-dire que je ne pensais pas, je me suis dit que le parti n'irait pas jusque-là, mais ils ont fait une campagne très intéressante. Ouais.
Il y a une campagne féroce, une campagne efficace, notamment, moi je parle de mon expérience, j'ai vu ça à l'Ouest. Ils étaient sur le terrain, comme ils ont investi sur tous les strates, la culture. Ils ont balisé, ils ont brassé dans le monde du milieu de la culture, dans le milieu de la musique, dans le milieu du théâtre, dans le milieu des affaires. Ils ont été un peu partout. Certes, on leur reproche d'avoir placé quelques comment dirais-je, quelques pleins de soupe, quelques riches en tête de liste, mais toujours est-il qu'on ne peut pas faire un parti ni un sans les hommes d'affaires. Toujours est-il, c'est pas ça c'est pas ça le problème, enfin le reproche qu'on peut leur faire, mais sur le plan de l'organisation, et je crois que les 100 sièges ne reflètent pas réellement sa capacité. Je crois qu'il mérite plus. Bon, je ne vais pas dire qu'il y a eu fraude, mais vu la campagne qu'il a faite, je pense que 100 c'est peu. Alors, messieurs, on va, voilà pour l'actualité Ouéria. Avant de passer au reste de l'actualité, une petite page de publicité. On revient tout de suite. Voilà, retour sur le plateau de Mot de Passe, toujours sur Zaï News pour évoquer l'actualité de la semaine. Une actualité qui aura aussi été marquée par les examens du baccalauréat. Plus de 760 000 candidats cette année et des candidats qui ont passé les épreuves dans un climat particulier avec les nombreuses mesures anti-fraude qui ont été mises en place par le département de Nouadhibou Rebeit. Est-ce que ces mesures ont été efficaces ou pas pour cet examen ? Ben, je ne dirais pas que je ne mettrai pas une mauvaise note, mais bon, peut mieux faire quand même. Hein. Même s'il n'y a pas eu de fuite comme l'année dernière, il faut bien convenir que ça n'a pas gêné quand même le déroulement de l'examen du baccalauréat. Mais le fait que les sujets soient diffusés un quart d'heure plus tard, ça a quand même quelque part entaché la crédibilité de cet examen. Après, on se demande qui en est responsable. Parce qu'il y a certains courants qui accablent Madame la ministre, mais la ministre de l'Éducation ne peut pas à elle seule surveiller le bac. Donc c'est une démarche gouvernementale. Je crois qu'il y a une faillite quelque part. Il va falloir corriger ça urgemment. Mais je crois que le problème est encore plus profond. Ça ne se situe pas au niveau seulement au niveau de la fraude. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas une fraude massive comme l'année passée. Mais c'est cette tendance, cette propension chez les gens à tricher. C'est-à-dire qu'il y a une crise morale dans la société. Parce qu'on pousse chez les parents d'élèves, chez tout le monde, en tout cas la société de façon générale, on pousse les gens à tricher parce que on n'a pas cette culture de l'effort, cette culture de l'émulation, cette culture de la méritocratie. Du travail. Oui, du travail. Absolument. Et donc, chez les gens algériens, en fait, c'est quoi? C'est pas de faire des efforts, de réussir. C'est la ruse. C'est la ruse, c'est de contourner la loi, c'est ne pas respecter des normes, c'est ça, en fait. Et tout ça, ça s'est démocratisé. Donc, je crois, à mon avis, le problème se situe essentiellement d'abord dans la réforme du bac. Il faut le réformer, il faut sortir aussi de ce système qu'on a hérité de la France. Je crois qu'il faut passer, comme les pays scandinaves, vers un concours, c'est-à-dire laisser les gens choisir de leur filière et faire des concours qui sont en adéquation avec ce qu'ils souhaitent. Donc il n'y aura plus ce stress d'échouer. Donc les gens sont mieux formés. Et la deuxième des choses, je crois qu'il est temps aussi qu'on cesse cette impunité. Ça fait l'année passée, on ne connaît pas les gens qui ont été relâchés. Ils ont été relâchés. Les gars de l'ONEC. Donc quand je voyais tout à l'heure une vidéo où on montrait des élèves qui sont arrivés en retard, ils pleuraient. Donc j'ai senti un sentiment de sympathie chez les gens. Il fallait la laisser. Mais un gouvernement doit faire respecter la loi. Oui, absolument. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui ont été exclus des examens en raison du retard. Et vous l'avez dit, ce mal est profond. Mais ces mesures qui ont été prises cette année pour éviter les fuites de l'an dernier, est-ce qu'on peut dire qu'elles ont été efficaces, même si 15 minutes plus tard et surtout, est-ce qu'elles sont nécessaires? Parce que quelque part, on a eu l'impression que ce sont les 40 millions d'Algériens qui ont passé le bac avec les restrictions. On a tous souffert plus ou moins des perturbations de connexion. Est-ce que tous ces dispositifs sont nécessaires
pour que cet examen se passe normalement? On a l'impression que chaque année, le bac est devenu un rat de laboratoire. C'est-à-dire on attend que le bac pour tester, c'est-à-dire pour mettre en valeur et montrer ses capacités de surveillance. Non, il y a des tests grandeur nature qu'on peut faire avant, bac blanc par exemple, mais maintenant, là, perturber le pays pendant 4 jours, ou 5 jours à cause du bac, c'est pas normal. On ne peut pas faire ça tout le temps. Ça devient lassant. C'est une opération de guerre. On mobilise les pompiers, on mobilise l'armée, on mobilise la police, on mobilise... Exactement. Mais dans certains pays, le bac se déroule dans les lycées, là où vous étudiez, c'est dans votre propre lycée. Donc il faudrait réfléchir à ça aussi, parce que nous sommes en période de crise, donc on doit réduire les dépenses. Donc à partir de là, il faudrait que ça se fasse au niveau des lycées. Donc le sujet peut-être restera national, bon, mais tout se fera au niveau des lycées pour éviter par exemple les retards, je ne sais pas moi. Mais toujours est-il qu'on voit chaque année cette tendance à faire, c'est presque une décision de guerre. Blocus total, pas d'internet, c'est bon. Hein. Ces problèmes-là, ce n'est pas les citoyens de les supporter. On est en train de pénaliser, sanctionner les citoyens chaque année. Ce sont des milliards de dinars qu'on perd. Les sociétés perdent, l'économie perd. Nous sommes tous perdants pendant 4 jours juste pour montrer qu'on a la technologie, alors c'est une technologie qui est vraiment, on peut la traverser facilement. Il y a tout le monde. Maintenant, tous les gosses savent ce que c'est un VPN. Absolument. C'est devenu de la caricature. Et en plus, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on nous dit quand il a parlé de la morale? Il est en train de dire, et c'est caricatural, on a lu ça. Quand on voit les élections se passent dans la fraude, alors c'est pour ça qu'on est en train d'éduquer les gens à la fraude. Tout se fait par la fraude, par le népotisme, par le non-mérite. Il n'y a plus, cette valeur du mérite n'existe plus en Algérie. Absolument. On est en train de dire aux gens, quand on voit des élections qui se produisent en mai avec de la fraude, voilà, et c'est le bac aussi. Les gens maintenant, les gens font facilement des parallèles, même si ces parallèles-là sont un petit peu, ça crée une ambiguïté, enfin pas l'ambiguïté mais d'amalgame, ils sont faux, mais les gens trouvent les raccourcis faciles. Donc il faudrait tout d'abord, au niveau du ministère de l'Éducation, faire en sorte, parce que ce n'est pas à moi de le supporter, c'est à vous de le gérer, c'est à vous qu'on vous faites en sorte. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de bac parfait. Je veux un bac parfait. Ne me dites pas que ça se passe partout dans le monde. Ça ne se passe pas partout dans le monde. Ça se passe un petit peu dans les pays où il n'y a pas comment dirais-je, de gouvernance. Ça s'est passé en Égypte, ça s'est produit en Égypte parce que c'était la faillite, la débandade, la révolution et tout. Mais dans les pays qui se respectent, il faut arrêter de reproduire les mêmes schémas et les mêmes discours. Aller au-delà du discours facile de dire on cherche le coupable. Il faut qu'avant que le tricheur triche, il faudrait mettre en place toutes les mesures bien avant. Il ne faut pas attendre, comme je l'ai dit au début, que le bac devienne le rat de laboratoire. Cela dit, il ne faut pas exclure que Mme Benarbrit est la cible d'un courant politique qui essaie à chaque fois de lui mettre les bâtons. Absolument, en dépit de l'immense travail qui est fait. Il ne faut pas qu'on soit naïf, il y a beaucoup de gens qui travaillent parce que la réforme qu'elle envisage de faire, bon, même si c'est encore à l'état embryonnaire, la réforme qu'elle est en train de mettre en place. Mais en tout cas, ça y compris celle du bac d'ailleurs. Absolument, mais ça gêne un courant politique. Donc il ne faut pas exclure que les gens essaient à chaque fois de la mettre dans des situations de telle sorte. Je suis en partie d'accord avec toi, Karim. C'est vrai que bon, ça c'est tout le monde le sait, le courant islamiste, rétrograde, je sais pas quoi. Il y en a qui n'aiment pas Benarbrit, c'est leur droit le plus absolu. Ils l'attaquent. Le MSP par exemple, tous les jours ils font des communiqués, ils sont contre elle. Ça à la limite c'est de bonne guerre. Mais ce que je ne comprends pas, ce que je ne conçois pas, c'est que l'État avec tous ses moyens et tout ça, soit pris en défaut chaque année comme ça. Comme un novice, un quart d'heure plus tard, il y a un smartphone qui envoie sur Facebook des sujets. Ce n'est pas normal. Comment un garçon a pu accéder en classe avec son smartphone? Normalement, on a mis de l'argent pour placer des brouilleurs, des détecteurs, par exemple. On a mis des caméras de surveillance, mais on ne peut pas équiper tous les établissements de caméras de surveillance. Pourquoi on n'a pas mis, par exemple, des détecteurs de métaux, comme ceux de la police, par exemple, dès que vous passez, bon, une espèce de, comment on appelle ça, celui des aéroports, des portiques, voilà, un scanner. Un scanner, ça aurait été infaillible, impossible. Dès que vous traversez, ça sonne, donc vous laissez votre portable là-bas. Ça coûtera de l'argent aussi. Ça coûte pas de l'argent, quitte à les emprunter de la police pendant 4 jours. Il y a beaucoup de centres au niveau national, attention. Comment énormément de centres. Mais écoutez, dans chaque coin de rue, tu trouves un flic qui tient le machin comme ça. Dans toute l'Algérie, on a acheté ça. Je crois qu'il coûte 300 € le bâton et il ne capte absolument rien.
moyens. Pardon, si tu permets. Donc arrêtons, mais chaque année on invoque... oui, bien sûr, on a gaspillé beaucoup d'argent dans ce pays pour acheter des broutilles. Des gadgets. Eh ben, mais alors le bac, quand le bac est fraudé, je suis désolé, c'est immoral, c'est l'échelle de valeur qui est complètement inversée. On pousse nos enfants à frauder, à tricher, et du coup, on ne croit plus à rien. Voilà, les élections sont fraudées, le bac est fraudé, faux moudjahidine, faux, et j'en passe. Et ça, c'est pas bien. Ça écorne l'image du pays. Rien ne dit que ces fuites sont à l'origine celles des candidats. Karim Kébé l'a dit, est-ce que vous ne pensez pas que ce type de fuite, de sujet ou d'incident qui se produit ne serait pas au contraire destiné à attaquer la ministre de l'Éducation et à attaquer le travail qu'elle fait, le travail de réforme et de modernisation du système de l'éducation? Oui, on est d'accord, mais ceci n'empêche pas cela. Elle, oui, bien sûr qu'il y a des gens qui sont contre elle, c'est de bonne guerre de l'attaquer. Moi, personnellement, si j'étais issu d'un courant politique qui est contre Mme Benrabri, je vais l'attaquer, je ne vais pas la rater. Mais Mme Benrabri, à sa décharge, il ne lui incombe pas à elle seule de sécuriser le bac. C'est une affaire nationale, ministère de la Défense, l'Intérieur, c'est tout le monde qui va. Mais j'observe une petite information, ça s'est passé à Blida. Il y a eu deux élèves de lycée à Blida qui ont été pris en flagrant délit de copiage. Qui ont été condamnés. Ils ont été condamnés à 2 ans de prison. Voilà. Il y a aussi, quand on veut, on peut. Une chose. Ce qui se produit au bac en termes de triche ou bien il intente. Il est attentatoire à l'image du bac. Vous savez que le bac algérien, il est valorisé, tous les bacs dans le monde entier sont classés. C'est-à-dire ce genre d'incident va dévaloriser notre bac. La valeur en termes intellectuels ou bien éducatifs va se réduire. Donc ça, c'est un grand problème. Donc il ne faut pas penser que c'est juste une affaire de 3 algériennes. L'UNESCO, l'UNICEF plutôt, l'UNESCO est en train non, l'UNICEF, je crois. Donc on a des classements dans le monde qui classent le bac. Donc ce genre d'incident fait en sorte à ce que le bac perd encore des places. Oui, il n'a plus de valeur. Il n'a plus de valeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se prévaloir d'un bac. J'ai un bac contrairement à un bac britannique, américain ou français. Déjà qu'il est mal barré, le bac algérien. Voilà. C'est ça aussi qu'il faut tenir compte. Ouais. Alors, autre actualité sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne. Dimanche, on annonce l'ouverture des précommandes pour le véhicule Golf 7 Made in Algeria. 24 heures après, les bureaux ont été littéralement pris d'assaut et il semblerait que les 12 000 commandes aient été passées. 12 000 commandes, ça représente la capacité totale de production de l'usine pour l'année 2017. Finalement, l'économie ne va pas si mal que ça, Karim Kébir. Je ne sais pas si c'est l'économie, enfin oui, l'économie c'est sûr, elle ne va pas bien, mais en tout cas je pense que c'est beaucoup plus le choix du constructeur, parce que les Algériens, ils aiment beaucoup les marques allemandes, donc c'est ce qui a suscité un peu l'engouement, mais il y a aussi le fait que l'expérience des voitures françaises, je crois qu'elle a réussi quand même avec bon, je ne vais pas citer les marques. Bon, je ne sais pas si ça. Ouais, oui, mais en tout cas, ça crée un effet. Ça reste aujourd'hui la seule manière pour les couches moyennes d'accéder, d'acheter une voiture. Donc c'est beaucoup plus ce qui explique un peu cet engouement, et connaissons aussi les retards dans la livraison, un peu la bureaucratie pour arriver à avoir sa voiture. Donc les gens, ils se bousculent sans plus. Quel avenir pour cette industrie automobile naissante? On l'a vu avec l'installation des usines de Renault, ensuite celle de Hyundai, maintenant celle de Volkswagen. Est-ce qu'on va réellement arriver à avoir une véritable industrie automobile, ou est-ce qu'on va se cantonner à ces phases de montage de véhicules qui somme toute, on ne sait même pas si elles sont finalement rentables pour l'Algérie ou pas? On est en train d'importer des kits. Il n'y a pas on a scadé ou pas, mais on importe des kits. Donc pour le moment, on ne fait rien, on ne fait pas du véritable montage. L'Inde a essayé ça pendant 20 ans, qu'ils font de montage. Ils se sont retrouvés sans aucune industrie. C'est-à-dire, bien sûr, ils ont Tata et tout, mais aucun transfert de technologie. Aucun transfert de technologie, en plus l'intégration. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut savoir négocier avec le constructeur. Il y a des Algériens qui ont réussi à obtenir de bons contrats de négociation, mais qui ont été bloqués. Vous savez, c'est quoi notre grand problème? C'est l'intégration.
c'est d'arriver, aboutir à faire en sorte à ce que le produit soit intégré Et dans le cahier des charges, ça existe ça. Mais c'est à échéance. Maintenant, mais si on négocie encore, la loi dit autre chose, mais il y a des constructeurs algériens qui ont réussi à aller au niveau des constructeurs pour, construire, ramener la pièce, fabriquer la pièce de réchange ici en Algérie. Non seulement, même les châssis, et y compris les moules. Vous savez que pour qu'on vous donne des moules, c'est vraiment parce qu'ils sont homologués par... Oui, brevetés aussi. Ils sont brevetés et homologués. Vous vous rendez compte, il y a des Algériens qui ont réussi à faire ça, qui ont fait leur demande, leur dossier est au niveau du ministère de l'Industrie bloqué. On a créé aussi une situation de monopole. Comment voulez-vous qu'un seul constructeur prenne le contrôle de 12 marques? Ça, c'est pas normal. Donc, est-ce qu'on est en train de faire une industrie ou bien on est en train de faire du favoritisme? Et en plus de ça, la construction automobile dans un marché où il y a une crise économique. Donc là, on achète moins, donc il y a moins la consommation va réduire, se reculer. Donc il faudra penser à l'exportation. Nous ne sommes même pas. Au départ, on a dit, comme peut-être Sovac l'a dit, qu'on va aller au-delà de passer par le marché algérien pour ensuite passer à l'exportation. En Afrique. Ce sont des vœux pieux, enfin, on peut être des souhaits. Mais aujourd'hui, nous ne sommes même pas capables de satisfaire le marché national. Non, c'est impossible pour le moment. Chaque marque va essayer de satisfaire sa clientèle. La nouveauté, c'est probablement pour Sovac, il a dit donc les prix sont inférieurs de 18% et les délais de livraison sont 45 jours. Ça, c'est une chose. Mais, comme je vous ai dit, la consommation recule en Algérie. Donc, il y a moins d'épargne. Donc, ce marché-là, est-il la bonne solution? Est-ce que on va vraiment tabler sur la construction automobile pour faire de ce secteur, créneau-là, ce segment-là, générateur de profit de devises vers l'exportation, ou bien c'est juste pour combler le vide laissé parce qu'il y a une loi qui interdit l'importation? C'est ça, il faudrait réfléchir à ça. Et en même temps, les priorités en Algérie sont d'autres secteurs, le tourisme, l'agriculture. Ce sont ces secteurs-là qui sont sûrs et garantis. Ils sont sur nos terres, on peut les développer facilement, contrairement à une industrie qui est tributaire du constructeur. Il peut vous donner, faites le montage. Ce qu'on a gagné, c'est juste le transfert de devises et tout, mais en même temps, on paye la même chose. Le CPA, on a parlé de réforme de banque. Le CPA a dû injecter beaucoup d'argent dans ce montage. Nous sommes dans un pays où le pétrole ne dépasse pas le $50. Donc, voyez-vous, on met des devises dans une industrie, mais le retour sur investissement, le ROI, n'est pas tellement fort. Hassan Moali, l'industrie automobile, ça peut être un pari gagnant ou pas? Personnellement, je n'y crois pas trop, du moins dans le format actuel, parce que il faut dire, quand on voit les conditions le pacte d'actionnariat qui a été signé avec Renault, par exemple, ils ont bénéficié d'une exclusivité de 5 ans. Est-ce que vous vous souvenez que c'était... 3 ans, ça a été 5 réduit à 3 ans. Au départ, le gouvernement algérien avait imposé à Renault à ce que l'investissement se fasse à Djidjel, c'est ça, Bellara. Eh ben, Renault a refusé. Bellara, c'était discuté en Conseil des ministres. La décision avait été prise que ce soit à Bellara, parce que Bellara devait développer un petit peu un pôle mécanique autour de Constantine, Djidjel et tout ça. Il y avait beaucoup de terrain, tout. Eh ben, Renault a refusé. Et il a fait un chantage, il a obtenu ce qu'il voulait. Il voulait Oran, il a eu Oran. Et puis l'exclusivité, donc 5 ans après 3 ans, et que tous les véhicules soient achetés. Finalement, c'est vrai qu'il a vendu tous les véhicules. Je ne dis pas ça parce que c'est Renault, mais à l'arrivée, le fameux slogan Dernaha Jazaria, on n'a rien fait, je suis désolé. Exactement, Hassan, il y avait des constructeurs qui travaillaient, qui ont été obligés d'arrêter. Absolument. Il y avait des usines qui montaient des bus et des camions, ils ont arrêté pour faire plaisir à Renault. Donc, c'était une décision de Yahya. C'est un slogan. Yahya, je ne sais pas, Yahya, il va falloir enquêter. Yahya, c'est Bouchouel qui était ministre de l'Industrie aussi. Mais c'était pas lui qui était chef du gouvernement. Non, c'était pas Yahya qui était Premier ministre. Non, c'est celle-là qui était Premier ministre. Ça, je te parle en 2000. Ils ont signé le pacte d'actionnariat en 2014. Non, c'est en 2014. Et donc pour moi, on gagne absolument rien, sauf que maintenant, tu as commencé, Hicham, par dire les golfs, il y a eu la queue devant les guichets de Sovac. Ah oui, les bureaux, mais on l'a vu. Mais je te pose la question, qui sont ces Algériens qui peuvent mettre 3 millions de dinars pour s'acheter une voiture? C'est une catégorie d'Algériens. C'est pas moi, c'est pas vous. Attendez, donc c'est une catégorie d'Algériens qui ont beaucoup de fric,
Ils sont friqués, on va le dire comme ça. La Golf, elle n'est pas à la portée de n'importe qui, c'est pas, même pas la Polo d'ailleurs. La Golf, elle commence à partir de 2 900 000 dinars, c'est-à-dire 299 millions. C'est environ 3 millions de dinars. 3 millions de dinars. Pour la Golf, 12 000 vendus en 24 heures. Quel est cet Algérien, ce qu'on appelle la classe moyenne, si tant est qu'elle existe encore maintenant, la classe moyenne. Sans facilité de paiement, c'est sans facilité de paiement, avec un sachet ou là. Alors, juste pour finir ce sujet, sur ces 12 000 véhicules vendus, il faut savoir qu'une grande partie s'est retrouvée en vente, remise en vente. On trouve maintenant des bons de commande sur Wetkinis et autres sites électroniques. Oui, voilà. Donc c'est aussi un nouveau parce qu'il y a des personnes il y a des personnes qui ramènent 10 sachets de fric, ils donnent à d'autres personnes, ils font la queue, ils payent, ils achètent, lui il récupère, ils vont sur Wetkinis. Ça veut dire là c'est une vraie mafia qui s'est en train de créer. Ah oui, bien sûr, on achète chez Sovac et on va les revendre. Mais les morale tout à l'heure, pas seulement partout. Donc on a voulu vendre un modèle, soi-disant, l'industrie mécanique en Algérie. Je pense qu'on a vendu du rêve, tout simplement. La Golf ou alors la Caddy ou la Polo qu'on va fabriquer chez nous, tout comme la Symbole et tout ça, elle est importée d'Allemagne, disons les choses crûment. C'est du montage qui se fait ici, c'est du CKD. C'est même pas du 17%. Donc c'est tout bénéf pour Volkswagen. Ils ne se seraient jamais aventurés à installer ces machines ici s'ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir un super retour sur investissement. Donc, mais au niveau du réseau de sous-traitance, il n'y a absolument rien, y compris pour Renault. Ça ne profite pas à la petite entreprise algérienne. Il n'y a pas de transfert technologie. J'ai bien peur qu'on subisse le cas le sort de l'Inde, comme le dit Kamal. 20 ans après, on se rend compte qu'on achetait, au lieu d'acheter des véhicules clés en main, on les achetait désossés, on les remontait ici et on les revendait comme ça. C'est dommage. Alors, il nous reste une poignée de minutes. J'aimerais évoquer avec vous la visite d'Emmanuel Macron, la future visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Il est aujourd'hui au Maroc, aujourd'hui et demain, pour une visite présentée comme étant une visite personnelle. Pendant ce temps-là, c'est son ministre des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui est à Alger pour officiellement évoquer les questions d'intérêt commun, des questions régionales et internationales, et aussi pour préparer donc cette prochaine visite d'Emmanuel Macron. Quel objectif ? Est-ce que c'est une visite traditionnelle qui veut que chaque président français entame une tournée au Maghreb avec l'Algérie et le Maroc cette année, ou est-ce que c'est une visite qui va véritablement dessiner les futures relations algéro-françaises qui ont été quelque part impulsées à travers les déclarations d'Emmanuel Macron en Algérie sur la colonisation? Alors qui veut répondre? Hassan Moli? Tout d'abord, au Maroc, c'est une visite privée, donc il est à titre personnel. Bon. On a cru sur le plan protocolaire qu'il distançait l'Algérie. Ça a créé un petit malaise entre Alger et Paris sur ce sujet-là. Pourquoi il est parti au Maroc et non pas en Algérie? Bon, on a le Quai d'Orsay, enfin l'Élysée avait, et même le Quai d'Orsay avait pondu un communiqué dans lequel il disait que c'était pour une visite privée personnelle, donc presque il est en vacances. Mais un chef d'État qui vient de remporter une élection présidentielle, les législatives, son mouvement très fort, brassé avec la majorité des sièges, se retrouve, il va faire des vacances. Sur le plan protocolaire, c'est perçu pour un geste politique et non pas une visite privée. Il faut faire attention à ça. Et on connaît la sensibilité des relations algéro-marocaines. Dans ce registre-là, bien évidemment, c'est favoriser le Maroc sur l'Algérie. Bon, Le Drian est là pour calmer les choses et dire que non, ce n'est pas le cas. La véritable visite qu'il fera au Maghreb commencera par Alger. C'est dans ce sens-là qu'il est venu. En même temps, relancer un petit peu les sujets en suspens, ou bien faire en sorte à ce que l'Algérie et la France continueront les bonnes relations qu'ils ont eues sous la présidence de François Hollande. Il faudrait reconnaître que sous François Hollande, les relations étaient apaisées sur tout point de vue. Donc c'est de cette assurance-là que Macron voudrait donner aux Algériens, que rien ne changera. Bien évidemment, il y a eu certaines déclarations sur la question du Sahel, sur le Mali. C'est la chasse gardée de la France. Le Mali, c'est un dossier très chaud. Il y a une présence française. La première visite qu'il a faite, que Macron a faite, était destinée aux soldats français. Donc ça donne orientation sur la stratégie du chef de l'État français. Est-ce que c'est une stratégie militaire orientée vers les interventions militaires? Nous savons ce qui s'est produit au Conseil de sécurité. La France a déposé un projet de résolution
pour le déploiement d'une force au Sahel qui a été rejetée par les États-Unis. Ils ont opposé leur veto. Ça nous donne un petit peu une indication sur le devenir ou bien les actions futures de Macron. À la tête des Affaires étrangères, c'est un ministre de la Défense, c'est un militaire, c'est un ancien ministre de l'Affaires de la Défense. Donc, je crois que la composante de la diplomatie, enfin du gouvernement ou bien de la stratégie future sera orientée exclusivement vers les conflits militaires. Mais bon, je ne dirais pas, ce sont des suppositions. C'est une lecture qui nous sont imposées par le choix des hommes et par les actions du gouvernement, enfin du chef d'État français et de son gouvernement. Hassan Mouali. Moi, je pense par rapport à la petite visite familiale, personnelle, je ne sais pas comment l'appeler, de Macron au Maroc, moi je pense que, j'ai un avis un peu différent, je pense que le président Macron a été quand même très courtois vis-à-vis de l'Algérie. Il va au Maroc. Il faut savoir que Macron ne s'était pas rendu à Rabat en étant candidat. Oui, il a fait Tunis et Alger. Il a fait Tunis, Alger, mais pas le Rabat, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de temps. Donc il a promis de revenir une fois président de la République. Mais il ne voulait pas gêner non plus l'Algérie, parce que historiquement, traditionnellement, la première visite d'un chef d'État français, ne serait-ce que depuis Chirac, Hollande et Sarkozy, c'était l'Algérie. Donc, c'est les usages diplomatiques qui font ça. Donc, comme si Macron, il voulait pas casser cette habitude, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une visite privée. On ne peut pas lui reprocher d'être parti au Maroc avec sa femme. Aucune délégation ne l'accompagnait. Aucune. Juste lui et la première dame. Il a fait preuve d'une correction extraordinaire. Et donc, il peut se faire recevoir par le roi, il n'y a aucun problème, mais ce n'est pas une visite officielle, pas plus qu'une visite d'État. Il est parti à titre personnel. Il n'y a pas de... Donc, je pense qu'il était tellement soucieux de ne pas froisser Alger. Et peut-être qu'il aurait dû venir en Algérie, peut-être qu'il voulait venir en Algérie comme de tradition, mais les conditions ne s'y prêtaient pas, je ne sais pas, peut-être parce qu'il y avait un conseil des ministres aujourd'hui, peut-être, parce que d'habitude quand un président français vient en Algérie, il repart tout de suite au Maroc et en Tunisie. Oui, c'est une tournée maghrébine. C'est une tournée. Et donc, sur ce coup-là, donc, il y a un conseil des ministres, il y avait des contingences peut-être diplomatiques, politiques, de politique interne algérienne qui ont fait que l'Algérie, le président de la République ne pouvait pas le recevoir, donc il a préféré faire une visite privée chez son ami le roi, revenir, et puis dans quelques semaines, il apprend vendredi passé, il appelle le président Bouteflika pour lui dire « j'arrive dans quelques semaines ». Donc ne vous en faites pas, je n'ai pas fait entorse à la tradition, je vais commencer ma visite d'État par l'Algérie, puis partir au Maroc. Et je pense que c'est ça, il a été courtois, et il confirme un petit peu ce qu'il a dit à propos de la colonisation, il a une condamnation nette et sans bavure. Je pense que pour l'instant, Emmanuel Macron, le candidat Macron, le président Macron est sur les traces du candidat Macron. Il est très à l'aise dans ses déclarations, il est cohérent. Après, oui, je suis complètement d'accord avec ce que dit Kamal par rapport à sa stratégie diplomatique. Le fait de nommer le ministre de la Défense, qui est un brillant ministre de la Défense, Le Drian, patron de la diplomatie, ça suppose que ce type, il va avoir quelqu'un qui est imprégné de la culture militaire, de la culture de défense. C'est le Mali, c'est la Libye qui sont et puis accessoirement aussi bien sûr la Syrie, mais c'est surtout le Sahel et la Libye qui seront les grands chantiers de Macron. Il ne faut pas oublier aussi que l'énergie, l'essentiel de l'énergie, c'est en Niger. À Reva. Pour les Français, donc c'est la région du Sahel, actuellement, c'est leur souci premier. Même Macron l'a dit, même pendant sa campagne, ça veut dire qu'ils essaient même de trouver une issue, parce que l'armée, quand même, ça bouffe beaucoup d'argent. Ce sont 4 000 ou 5 000 militaires qui sont sur place. Donc et puis il y a une opinion en France qui est un peu sensible, donc à chaque fois qu'ils entendent qu'il y a un militaire qui est tué, ça pose problème. Donc il veut aller très vite sur ce dossier, et je pense que dans ce dossier, l'Algérie constitue quand même un partenaire essentiel pour la France. Et je suis d'avis avec mes camarades ici que le choix, il est déjà venu en Algérie pendant la campagne, donc c'était un message très fort. Il envoie Le Drian aussi, c'est pour un peu calmer, pour ne pas susciter des animosités, voilà, pour qu'il n'y ait pas, mais en même temps, c'est pour préparer la visite, parce que les vrais dossiers,
qu'ils vont discuter. Ils passent essentiellement par Alger. C'est notamment le dossier du Sahel et le dossier libyen. Donc, bon, après, c'est vrai qu'avec le Maroc aussi, c'est un allié traditionnel, on ne doit pas oublier ça. Et le Maroc, c'est un royaume, donc il peut jouer un rôle aujourd'hui dans la crise qu'il y a entre le Qatar et ses voisins. Donc, forcément, il est lui aussi dans l'activité diplomatique normale pour essayer un peu de faire... Sans oublier que c'est un allié stratégique du Maroc dans la question du Sahara occidental. Donc, il ne faut pas l'oublier. Moi, je voudrais juste revenir une petite parenthèse par rapport à la colonisation. Rapidement, parce qu'il nous reste une poignée de secondes. Lorsqu'il a parlé de la colonisation, il a parlé en tant qu'intellectuel. Cela a donné un avis, ce n'est pas en tant que candidat. Il n'y a rien dans le programme de Macron, quelque chose qui s'appelle Algérie. Il faudrait, en termes de colonisation. Donc il a donné un avis, mais en même temps, il avait dit que le colonialisme avait été une barbarie. Oui, c'est un point de vue intellectuel. On ne parle pas l'intellectuel du président. Voilà. Et de l'autre côté, il a dit qu'il a parlé des bienfaits. Il a parlé des bienfaits, c'est-à-dire que pour lui, il condamne le colonialisme, mais en même temps, il lui dit pas la positivité. Donc il y a un petit peu une ambiguïté chez Macron sur ce sujet-là. En tout cas les relations algéro-françaises se dessineront au fur et à mesure et on saura exactement ce que fera le président français, donc Emmanuel Macron, après ses déclarations en tant que candidat. En tout cas, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir accompagnés sur ce plateau. C'est déjà la fin de cette émission, ce numéro de Mot de Passe. Dans quelques instants, le reste des programmes de ZR. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez réagir à l'actualité sur Twitter avec les hashtags MDP, JT Soir et ZRTV. Excellente fin de soirée et à bientôt.